Est-ce que c'est un cadeau d'être le fils d'un milliardaire? Je suis en mission de fils aîné. J'aurais été ne serait-ce que le deuxième, Ouais. j'aurais eu un autre destin, ça c'est évident. Avoir le père que j'ai eu sévère et la crainte du père Ouais. m'ont beaucoup aidé à être ce que je suis devenu. Omar Sow est le président de la compagnie sahélienne d'entreprise, la CSE, une référence du bâtiment et des travaux publics créée par son père, le grand Aliou Sow, qui réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 milliards de francs CFA. Omar nous dévoile tout ce qu'il a appris durant plus de 30 années au plus haut niveau de cette grande entreprise africaine. Quand il est parti en 2017, CSE là, que je préside, était au fond du trou. Alors Wad, il nous aimait pas. Je vais te raconter une petite anecdote très marrante. Première audience entre Wad et mon père. Ça se passe très mal. Là, mon père, il n'a pas l'habitude qu'on lui rentre dedans comme ça. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui veulent réussir dans la vie, qui veulent réussir leur vie? Il faut croire en ce que vous voulez devenir et ne jamais lâcher. La pensée, elle est créatrice. Même à mon petit niveau, si je veux vraiment quelque chose et que je fais tout pour avoir cette chose-là, je veux l'avoir. Ce que le bon Dieu t'a donné, tu seras jugé par rapport à ce que tu as fait avec. Le passage sur Terre est extrêmement éphémère. Au départ de mon père, j'ai vraiment pris conscience que pour réussir sa vie, il ne s'agit pas d'être l'entrepreneur le plus riche, d'accumuler des biens, c'est impacter sur le maximum de vie, c'est-à-dire se rendre utile. Aujourd'hui, j'essaie d'identifier des jeunes qui ont du talent pour les aider. Impacter sur la vie des gens. Moi, j'aimerais, quand je serai mort, qu'on puisse dire « Ah, c'est Omar qui a fait de moi ce que je suis ». Bienvenue dans Afropod et merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. On se rapproche des 150 000 abonnés à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Merci beaucoup de nous suivre. Surtout, n'hésitez pas, si vous aimez ces conversations, vous likez, vous partagez avec vos proches, avec vos amis. Et puis, vous vous abonnez aussi si ce n'est pas encore fait, puisque plus de 80% d'entre vous qui regardez cette chaîne, eh bien, vous n'êtes pas encore abonnés. Je ne sais pas ce que vous attendez. Alors, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton, abonnez-vous parce que ça nous encourage énormément. Et puis, ça fait grandir le podcast et ça nous aide à accueillir des invités toujours plus prestigieux. Et puis, n'oubliez pas, ce que vous entendrez ici, vous l'entendrez nulle part ailleurs. Alors surtout, ça reste entre nous. Omar, quand j'ai commencé à travailler sur cette conversation que nous allons avoir, je me suis dit par où est-ce qu'on commence? Puis je me suis dit que peut-être le mieux, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes sur toi, le mieux c'est peut-être de commencer par les débuts de la CSE. Compagnie sahélienne d'entreprise. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé avant même que tu rejoignes l'entreprise? Alors, CSE, c'est février 1970. Et on a 55 ans aujourd'hui. Mon père est donc à la Shell. Il a 36 ans. Il est directeur des opérations à la Shell. Il sent que c'est son plafond, quoi. Il ne sera jamais DG. À cette époque-là, on ne mettait pas un Sénégalais au poste de directeur général. Étant ingénieur de travaux publics de formation, il s'est dit, tiens, mais pourquoi je ne monte pas une boîte de BTP? Et il en parle à Amadou Sow, qui est à l'époque directeur général de l'USB. L'Union sénégalaise des banques. Exactement. Amadou, en lui disant, écoute, trouve-moi un partenaire français pour que je monte une boîte au Sénégal, parce qu'après tout, je suis ingénieur de génie civil de formation. J'ai envie de prendre le risque dans l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que Amadou Sow le met en relation avec le groupe Fougerolles, qui est Eiffage aujourd'hui. Si je me rappelle bien, c'était un certain monsieur Laine qui était aux commandes à l'époque, qui a beaucoup apprécié mon père d'ailleurs. Et puis c'est comme ça que le mariage s'est fait. 45% Aliou Sow, 45% Fougerolles, 10% USB. D'accord. Ça, c'est en 1970. OK. Au bout de, je crois que c'est en 76, Fougerolles Maison Mère continuait à concurrencer sa propre filiale qui était Fougerolles au Sénégal. Et donc mon père ne se voyait pas vraiment évoluer dans un environnement pareil, a fait la proposition à M. Laine de racheter les parts, les 45% que Fougerolles détenait. OK. Et je pense qu'ils ne l'ont pas trop pris au sérieux. Ils ont dit, oh, mais il est le barjot, celui-là, il va racheter les parts, comment il va les racheter? Et mon père a fait une proposition qui a finalement été acceptée.
Je peux pas rentrer vraiment dans le détail de la transaction, comment il a fait pour payer ses 45%, mais sûrement avec l'aide de l'USB ou de banque. En tout cas, je ne maîtrise pas tout à fait le détail de cette opération. Et c'est comme ça que CSE est devenu à 90% Famiso, quoi, enfin Aliuso. D'accord. Et à l'époque, c'était Compagnie sénégalaise d'entreprise. Voilà. Et c'est 6 ans après. Ouais. En 76, 77, qu'il a racheté les parts. Qu'il a racheté les parts et que c'est devenu compagnie sahélienne d'entreprise. Non, c'est devenu compagnie sahélienne d'entreprise dans les années 80 quand on a commencé à s'exporter. On est allé au Mali. Oui. Okay. Pour mieux passer au Mali, c'était mieux de se faire passer pour compagnie sahélienne que compagnie sénégalaise. Effectivement. Voilà. Et effectivement, notre terrain de jeu, ça a toujours été le Sahel, puisqu'on a travaillé après au Burkina, au Niger, tous les pays de l'AES, quoi. Voilà. Et comment est-ce qu'il s'en est sorti au début? Est-ce qu'il t'a raconté ça, ton père, Aliuso? L'histoire, je la connais bien parce qu'il avait l'habitude de la raconter. Alors, il crée la boîte, pas de boulot pendant 9 mois. Ah ouais, pas de boulot pendant 9 mois. C'est-à-dire que tu as créé ta boîte, tu fais des devis, tu fais des offres, mais rien n'aboutit, tu n'as pas de boulot. Wow. Donc, ils ont vécu comme ça sur le salaire de ma mère qui était assistante au PNUD, là, à l'IDEP. Non, c'est une belle histoire. Ah oui. Une belle histoire. Et voilà, c'est ma mère qui faisait tourner la popote pendant quelques mois. Et puis, il a eu un marché d'une première villa. Après, ça s'est enchaîné. Quand tu étais enfant, toi et tes frères aussi, je pense qu'ils vous amenaient... Ah oui, c'était la promenade du dimanche, c'était le tour des chantiers. Le tour des chantiers, les 4 gosses là, parce qu'à l'époque, les 2 derniers n'étaient pas nés. Donc, on s'est dit, il y avait Ardo, Mohamed et Yérim. C'était en balade visite de chantier. Donc, moi, je peux dire qu'on est né dedans. Les chantiers, ça, on est né dedans. On a toujours vu que ça. D'accord. Mais ça te plaisait, toi, enfant, ou bien... Non, j'avais pas du tout un attachement au chantier, non. Et j'aurais jamais fait ce métier, d'ailleurs, si je n'étais pas né dedans. D'accord. Moi, je suis en mission, hein. Ouais. Je suis en mission. Et je peux dire, et d'ailleurs, ça choque peut-être parfois les gens, mais je fais un métier que je n'aime pas. Ah, tu le dis cash comme ça? Je le dis cash comme ça. Les BTP, la construction, c'est pas quelque chose qui me plaît. Si tu avais pu choisir, si tu t'étais dit, bon, ce que papa veut, ce que maman veut, le fait que je sois l'aîné de la famille, parce que j'imagine que ce sont ces choses-là qui ont joué, peu importe, je vais faire ce que je veux, t'aurais choisi quoi? Moi, je pense que, vu que j'avais fait des études en finance, je pense que je serais resté à New York dans la finance. Tout simplement. Parce que j'ai fait des études de finance, donc j'étais tout à fait destiné à faire une carrière de finance. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le BTP, finalement? Écoute, c'est pas un truc qui... Franchement, c'est difficile à dire, hein, quand on te dit pourquoi tu n'aimes pas telle chose. Tu ne l'aimes pas parce que tu ne l'aimes pas. C'est pas ton truc. C'est pas mon truc. J'ai appris à l'aimer. Et en fait, je me suis pas posé de questions. Comme tu l'as dit, fils aîné. Mon père m'a jamais demandé de venir. Hein. Ça, il m'a jamais dit, Oumar, va faire ça et viens t'asseoir à côté de moi. Mais fils aîné, puis je suis pas con quand même. Je voyais bien que le truc, la petite boutique qu'il avait créée en 1970 commençait à prendre de l'ampleur. Pourquoi j'allais laisser la place à quelqu'un d'autre alors que naturellement, je pouvais reprendre cette entreprise. Donc pour moi, je me suis toujours vu en mission de fils aîné. J'aurais été, ne serait-ce que le deuxième, j'aurais eu un autre destin, ça c'est évident. J'aurais été le deuxième de la fratrie, c'est clair que j'aurais pas été à la CSE. Il y a des injonctions qui sont tacites, mais qui sont vraiment fortes. Voilà. Quoi. Toi, tu as senti que c'était ça qu'on attendait de toi. C'est ça. Et puis moi, j'ai grandi avec... il faut donner l'exemple, il faut donner l'exemple, il faut donner l'exemple. Donc, tu vois, tout ça, ça joue. Moi, je pense, mon statut d'aîné, avoir le père que j'ai eu sévère et la crainte du père, m'ont beaucoup aidé à être ce que je suis devenu. Parce que j'aurais très bien pu être un petit voyou. Ah bon, hein? Oui, petit, pas un grand, parce que je suis quand même peureux. Mais j'aurais pu dériver, tu vois ce que je veux dire? Avoir une carrière, voilà. Voilà. Donc moi, j'ai grandi avec la peur du père et aussi avec cette mission qu'on te dit implicitement, quoi. C'est pas explicite, on te dit pas machin, mais tu te dis c'est évident. Puis tu dois donner l'exemple. Donc tu n'as pas le droit de foirer. Mais je regrette pas, hein.
Parce que le BTP, quand même, c'est un secteur d'activité très complet. Ça touche à tous les secteurs d'activité. Bon, tu as le volet, évidemment, production sur le terrain, etc. Mais tu as tout le volet social, parce que tu embauches beaucoup de gens, tu traverses beaucoup de contrées, tu rencontres beaucoup de monde. Même à l'obtention de contrats, c'est compliqué. C'est les marchés publics. Ce n'est pas qu'une histoire de prix. Il faut connaître les bonnes personnes. C'est du lobbying. Le client principal, c'est l'État. Donc, c'est des chefs d'État. C'est très complet. Moi, je pense que quand tu as fait carrière dans le BTP, tu peux aller partout. Tu peux tout faire. Ah ouais. Tu as parlé de la sévérité de ton père. C'est vrai qu'il est connu pour sa rigueur, sa générosité, mais aussi pour avoir un caractère très strict, je dirais. Comment est-ce que tu as géré ça, toi? Ce sont des valeurs qu'il t'inculque naturellement parce que tu as vu faire. Par exemple, le respect de la parole donnée. Ça, tu vois, ça, c'est un truc. Je ne peux pas déroger à cette règle-là. Quand tu as donné ta parole, ça vaut une signature. Voilà. Quitte à perdre de l'argent, hein, mais tu dois tenir ton engagement. Et ça, je sais que ça, c'est vraiment ancré en lui. Autre chose. En toi, en lui et en toi. Absolument, absolument. Et surtout après son départ. Après son départ, c'est des choses qui deviennent de plus en plus importantes. Ouais. De plus en plus présentes. Par exemple, on va parler après peut-être de son côté philanthrope, social. Ça, c'est au départ de mon père, j'ai vraiment pris conscience que pour réussir sa vie, il ne s'agit pas d'être l'entrepreneur le plus riche, d'accumuler des biens. C'est impacter sur le maximum de vie. C'est-à-dire se rendre utile. Se dire que ton passage sur Terre n'a pas été vain. Tu as impacté sur plusieurs dizaines de personnes. Pour moi, c'est ça, réussir sa vie. Mais accumuler des biens, être riche, avoir du succès dans les affaires et s'occuper que de sa femme et de ses enfants, égoïstement, pour moi, c'est pas une vie réussie. C'est marrant parce que tous les gens riches disent ça. Oui, alors oui, alors d'abord riche, c'est relatif. C'est relatif. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je pense que quelqu'un de bien structuré, normalement, en tout cas moi, comment je le vois, ce que le bon Dieu t'a donné, tu seras jugé par rapport à ce que tu as fait avec. Si le bon Dieu t'a beaucoup donné et que tu t'es contenté simplement de vivre ses biens égoïstement tout seul, ben, je pense que tu auras des comptes à rendre. Mais si par contre, ce qu'il t'a donné, tu as redistribué, ben écoute, je pense que c'est quand même beaucoup plus valorisant. Hein. C'est sûr. Est-ce que c'est un cadeau d'être le fils d'un milliardaire? Alors, fils d'un milliardaire, encore une fois, on va parler de ce que ça veut dire milliardaire. Mon père a laissé une image de milliardaire. Mon père nous a pas laissé des milliards en banque, ça, il faut le savoir. Mon père nous a laissé des outils de travail, des sociétés, et des sociétés en difficulté. Quand il est parti en 2017, CSE, là, que je préside, était au fond du trou. Parce qu'on nous doit encore plein d'argent en Sierra Leone, on nous devait plein d'argent, la guerre pour payer les salaires. Donc, moi, le mot milliardaire, là, il faut le prendre avec beaucoup de... C'est clair. On a hérité de sociétés, mais il a fallu bosser pour les rendre, je veux dire, positives en termes de résultats, et puis faire grossir les chiffres d'affaires. Donc, il faut pas... C'est pas des milliards qu'on nous a laissés dans des caisses et on les laissé servir pour faire la fête. Il y a pas eu de cash. D'accord. Et par contre, il nous l'a toujours dit, ça n'a pas été une surprise. Il nous a toujours dit, il n'y aura pas d'argent. Il y aura des sociétés, à vous de vous battre. Et je trouve que c'est normal. C'est normal. Et je ferai la même chose, moi. Je ne laisserai pas d'argent. De toute façon, je n'ai pas de liquidité, moi. Moi, mes biens, c'est dans l'immobilier, ils sont investis. Moi, je n'ai pas d'argent qui dort. Je n'ai pas d'argent qui dort. Je trouve que l'argent, avoir des milliards dans un compte là qui dort, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'argent, il faut en faire quelque chose. Soit tu te fais plaisir avec cet argent-là, soit tu aides les autres avec cet argent-là. Ça ne sert à rien d'avoir de l'argent bloqué en banque. Ça ne sert absolument à rien. Alors justement, tu as fait des études de finance et puis tu as géré quand même beaucoup d'argent. Tu gères toujours en tant que président de directoire de la CSE, l'entreprise, etc. J'aimerais bien avoir tes tips justement sur comment faire de l'argent, comment gérer cet argent.
Mais d'abord, le BTP, parce que bon, le groupe CSE, c'est quand même un groupe axé essentiellement sur la construction et le BTP. Même s'il y a d'autres, même s'il y a des... Oui, tu t'es diversifié aussi. On s'est diversifié, on est dans l'industrie, on est dans l'énergie, on est un peu, bon, on a des actions en banque, dans la banque et dans les télécoms. Mhm. Mais le métier, le cœur de métier, le BTP, c'est vraiment un métier où tu es sans cesse, d'abord c'est à capital intensif, et tu es sans cesse dans le rouge dans les banques. Parce que la trésorerie est toujours tendue, quoi. toujours. Ouais. Parce que tes fournisseurs, tu les payes à 60 jours, mais toi, tu es payé à 150 jours, voire 180 jours. C'est-à-dire quand tu fais une facture, un décompte de travaux au mois de janvier, qui rentre dans le circuit d'approbation, c'est au bout de 2 mois qu'il va être approuvé, qui va aller chez le bailleur, tu es payé au bout d'une centaine de jours. Ouais. Tu vois bien qu'en 60, tu es toujours en déficit structurel de trésorerie, constamment. Et ça, c'est des choses que les gens ont du mal à comprendre. On est sollicité, mais tu te dis, mais j'ai pas les ressources. Et puis tu as des arriérés de paiement que tu cumules sur des années et des années. Ouais. Finalement, nous, on travaille pour les banques. Parce que c'est les banques qui nous font vivre, mais c'est nous qui nous faisons vivre les banques. Parce que quand tu es en déficit, dans le rouge en permanence, ouais. Et que tu es obligé de faire des avances sur des comptes pour te faire payer, c'est la banque qui bouffe ta marge. Hein. C'est pour ça que tu as investi dans la banque, Bridge Bank. Mais avant ça même, il y avait eu... Comment s'appelait cette banque ? BST. La BST. Mais c'est là que j'ai compris que la banque, c'est le meilleur business. Ah oui, la BST. La BST, pour te donner une idée... j'ai plus trop les dates en tête, je crois que c'est 2006. Quand vous avez vendu à la CBAO? Alors, quand on a vendu à la CBAO nous a proposé 40 ans de dividendes. 40 ans de dividendes? Ouais. Si ma mémoire est bonne, c'est 40 ans de dividendes que la CBAO nous a proposé. C'est pas mal? Ouais. Ça fait combien d'argent? C'était pas mal. C'était pas mal. Tu veux pas tu veux pas donner de montant? Non, moi je sais pas. Moi je sais que moi. Alors il y a une petite histoire. Ne me dis pas que tu sais pas, Omar. Non, c'est vieux. C'est vieux. J'ai pas trop les chiffres en tête. Mais ce qui est sûr, sur une mise de 200 millions CFA, je vais ramasser 2,5 millions d'euros. Ok. Tu vois? Donc tu vois qu'on parle de milliards quand même. Oui. En cash? Ouais, non, sur 200 millions CFA d'investissement. Ouais. Ça rapportait 2,5 millions d'euros. Ouais, c'est 2,5 millions d'euros, ça fait un peu moins de 2 milliards CFA. Ouais, on a dépassé le milliard en tout cas. Ouais. Toi, ça a été multiplié par 10 en fait. Ouais. La mise de départ a été multipliée par 10. Ok. Ouais. Et donc, c'est raison pour laquelle il y a eu l'investissement dans Bridge Bank aussi Non, Bridge Bank, c'est une autre histoire. C'est Yerim qui a monté Bridge Bank. Oui, tout à fait. Voilà, mais moi, je suis actionnaire de Bridge Bank, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Moi, à titre personnel. Hein. Oui. À titre personnel. À titre personnel. Et de la même façon dans les autres. C'est-à-dire que l'argent que j'ai gagné en vendant BST, je l'ai mis dans Bridge Bank. Voilà. Okay. Tu vois? Donc justement, j'aimerais bien avoir tes petits secrets. Parce qu'on dit souvent que voilà, la richesse, ça va avec un certain mindset. Oui. Tu viens de dire que l'argent, c'est quelque chose qui doit bouger. C'est pas quelque chose qu'on doit stocker quelque part. Ça doit être investi, ça doit travailler. Donc, quelles sont les bonnes pratiques que tu peux donner, les conseils que tu peux donner pour ceux qui aspirent à l'abondance financière et puis à la bonne gestion financière? D'abord, moi, je pense que pour tous les milliardaires, s'ils sont milliardaires, c'est qu'ils adorent l'argent. Déjà. Donc, il faut aimer l'argent, vraiment. Il faut aimer l'argent. Ouais. Mais aimer l'argent, pas forcément pour l'argent, mais aimer réaliser des choses. C'est ce qu'ils te diront tous. Parce que moi, j'ai un problème avec ces milliardaires-là qui ne font qu'accumuler, qui sont déjà riches, et ils en veulent encore plus. C'est un truc que je ne comprends pas. Moi, personnellement, je me place pas dans cette catégorie-là, parce que je suis pas comme eux. Quand je parle de milliardaires, je parle de milliardaires en devise. Hein. Je parle pas des milliardaires en CFA, là. Hein? Je parle des milliardaires en devise. Okay. Comme il y en a beaucoup au Nigeria. Et comme on n'en a pas au Sénégal. On n'a pas de milliardaires en devise au Sénégal. Ouais. J'ai remarqué, parce que j'en connais certains des milliardaires en euros. Et j'ai toujours ce discours avec eux. Je dis, mais je ne vous comprends pas. Vous êtes gaffés, vous en avez déjà plein. Vous ne pouvez pas profiter de la vie. Vous avez 60 ans là. Mais profitez de... Non. C'est-à-dire que, en fait, leur passion, c'est ça. C'est d'accumuler de l'argent. Ils vont être au bord de la piscine avec leur laptop en train de regarder des EBITDA, des tableaux, des projections, des trucs comme ça. Mais en fait, chacun est différent. Okay. C'est leur plaisir. Et je pense que pour être milliardaire en devise, il faut avoir cette passion de la réalisation, quoi.
Mais je ne pense pas que ce soit pour l'argent. Je les crois un peu quand ils disent que ce n'est pas trop l'argent. Parce qu'au bout d'un moment, que tu aies 1 milliard de dollars ou 2 milliards de dollars, qu'est-ce que tu vas faire? Ça ne change pas grand-chose. Oui, Ouais. ça ne change pas grand-chose. Ouais. Donc, c'est des gens, je pense, qui sont... Vraiment, leur kiff, c'est dans la réalisation de projets qui, évidemment, résultent sur des milliards après dans leur caisse. Mais la réalisation de projets et l'accumulation de l'argent, ce sont vraiment deux choses différentes à mes yeux. Donc, Oui, mais eux, ils vont se défendre. Parce que moi, je les attaque. Hein. ah, Je dis, mais attends, et tu sais, à la limite, c'est pas des gens que j'aurais dans mon environnement parce que je les trouve ennuyants au bout d'un moment. ok. Des gens qui sont tout le temps en train de parler d'argent, de chiffres Ouais. et de projets. Ouais. Je te jure, ça me saoule très vite. Au bout d'un moment. Moi, dès que je sors de mon cadre de travail, je suis dans autre chose. Hmm. Tu ne m'entendras jamais parler de mon boulot. Je sors du boulot, je ne parle plus de boulot. Ouais. Et je repense au boulot quand je retourne au boulot. Mais il y en a qui ne décrochent jamais. D'accord. Ils viennent à la maison avec le laptop. Ils parlent à peine à leur femme et leurs enfants. Ils sont là. Mais chacun son truc. Hein. C'est vrai que toi, tu t'intéresses à pas mal de choses, Mais notamment oui. l'art. Mais moi, je m'intéresse Beaucoup. à l'art. Tu as investi Je- même, tu as oui. dit que tu as une collection. Je suis en train de faire mon livre, là. Ah, sur t'es en mon train de le collection, faire, oui, parce ça que y est. j'ai quand même réalisé que ça fait 35 ans que je collectionnais. Je collectionne plus. J'ai plus de murs pour mettre mes Ah œuvres. bon, t'as plus de place. murs. Il y en a Mais trop. j'ai quand même collectionné pendant 35 ans, de 1990 à 2025. Ah. Et je suis en train de faire un bouquin avec des témoignages des gens du milieu de l'art. Il y aura tous mes tableaux dedans. Voilà, ça va sortir à la fin de l'année. D'accord. Non, mais j'aime l'art. Et puis même, aujourd'hui, je suis dans la transmission et je suis surtout aujourd'hui, j'essaie d'identifier des jeunes qui ont du talent pour les aider. Ok. Impacter sur la vie des gens. D'accord. Moi, j'aimerais, quand je serai mort, qu'on puisse dire, ah, Omar, ah, c'est Omar qui a fait de moi ce que je suis. Hmm. Et j'ai commencé. Tu connais le jeune Moustapha Ndiaye, là, Maraz? Oui. Maraz, j'ai cherché à le rencontrer. C'est pas lui qui est venu vers moi, c'est moi qui ai cherché à le voir. Quand j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai dit, moi, je veux rencontrer ce jeune-là. Waouh. Je suis devenu son business angel. Super. Et lundi, c'est marrant parce que lundi, il m'amène un autre Maraz, un autre jeune qu'il a identifié, qui m'a dit, parrain, c'est comme ça qu'il m'appelle, il me dit, parrain, j'ai un jeune que je veux te présenter, etc. Je le reçois lundi. Et je suis dans ça. Ok. Impacter sur les autres. Ouais. Tu vois? Très Moi, bien. aujourd'hui, alhamdoulilah, je n'ai besoin de rien Ouais. et je ne cherche rien. Hmm. Donc, si je peux... Ah ouais. Franchement, Super. voilà. C'est Moi, ça, aujourd'hui, c'est ça qui me motive. Quand je dis, moi, je vais arrêter de travailler, non, je serai toujours actif, mais je ne serai pas là à courir derrière des chefs d'État pour avoir des marchés. Ça me fatigue. Ça, c'est fini. Je vais laisser ça à des jeunes qui vont prendre le relais. Surtout que la nouvelle génération, je suis leur tonton. J'ai 18 ans de plus que Diomaye. Donc, franchement, il est temps pour moi d'aller me reposer. Tu l'as rencontré, J'ai Diomaye? rencontré Diomaye. J'ai rencontré Diomaye le 26 décembre l'année dernière. Uh-huh. Je l'ai rencontré qu'une seule fois. J'ai rencontré un homme très posé, très réfléchi, très calme. Un homme posé. Et je pense que c'est un homme qui m'a l'air juste. D'accord. Je pense que Diomaye, si tu as un problème, il sera juste dans sa décision. C'est vraiment l'impression qu'il t'a donnée en tant que... Absolument. C'est pas juste une façade. Non. Parce que c'est l'impression qu'il donne. Non, je pense que l'homme est foncièrement comme ça. Ok. L'homme est foncièrement comme ça. Bon. Il est dans ses principes, droit dans ses bottes, et je pense que ça sera quelqu'un de juste. Il sera pas partisan. Il va pas favoriser quelqu'un sur des facteurs subjectifs. Je pense qu'il sera juste. D'accord. Bon, Ouais. c'est déjà Ouais. une bonne chose. Entre le Sénégal juste, souverain et prospère, on a déjà le juste. Oui. Un peu. Moi, ça, j'en suis convaincu. Ok. Ouais. On va revenir un peu à toi dans la CSE. Mhm. Parce que effectivement, ta situation, elle n'était pas évidente, de venir comme ça en tant que fils aîné. Mhm. Est-ce que déjà, il y a eu cette appréhension-là, qu'on te voit comme le fils à papa? Non. Ça n'a pas Non, joué. parce que j'ai pas une attitude de fils à papa. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de humble. Je comprends même pas, d'ailleurs, quand certaines personnes me disent que tu es humble. Je dis, mais pourquoi je vais pas être humble? Personne ne m'impressionne parce que pour moi, on n'est rien. Hmm. Qui que tu sois, tu n'es rien. Hmm. Tu n'es que par le bon vouloir du Tout-Puissant. Et il peut te démettre du jour au lendemain. Tu peux mourir ou il peut te défaire. Donc déjà, à partir du moment où personne ne m'impressionne, je ne suis pas
quelqu'un qui cherche à impressionner non plus. Tu comprends? C'est vrai. Voilà. Donc, pour moi, tout le monde est pareil. Je respecte l'être humain. Je suis dans l'humain. D'accord. Tu vois? Donc, les gens qui se la pètent, qui se croient super aux autres, ça, tout de suite, moi, j'ai un blocage avec ces gens-là. Je ne veux même pas faire d'affaires avec ce genre de personnes. Ce que tu dis, moi, c'est très vrai. Depuis que je te connais, vraiment, moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est ça, c'est ta simplicité. Mais oui. Tu te la joues pas. Mais oui. À aucun moment. Ah, vraiment. Mais pourtant, Oui. enfin, je veux dire, déjà, t'es bel homme. Merci. Deuxièmement, t'es intelligent. T'es né dans une bonne famille. Tu vois ce que je veux dire? T'as des qualités qui auraient très bien pu faire que, ouais, tu te la pètes, quoi. Mais tu vois, je pense que j'ai quand même les gènes de Aliou Sow aussi en moi. Hein. C'est ça. Tu vois? Aliou Sow, est-ce qu'il n'y avait pas plus humble que lui? Je sais pas, il nous a inculqué ça. OK. Je pense qu'on est tous comme ça. On est 6 garçons, on est tous comme ça. Il n'y a personne qui se la joue. Même Yérim qui est milliardaire là, il rase les murs, il n'est pas là à rouler des mécaniques. Au contraire, je pense que... Et puis c'est mieux comme ça, tu passes mieux en étant humble. Ça sert à rien de vouloir monter sur les autres. Oui, mais tu sais, même les gens qui sont... je pense que c'est naturel en nous. Oui, je ne suis pas en train de jouer un rôle. Je ne me vois pas en train de... Non. D'accord. C'est pas nous, quoi. C'est l'ADN de la famille, je pense. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi au sein de la CSE durant ces 30 années? Si tu devais... 30 années. Si tu devais choisir... Mais prouver à mon père que je suis capable. Waouh. Parce qu'il te voit toujours comme le fils. Ouais. Il te voit toujours comme le fils. En plus, bon, moi, j'aimais la fête, je faisais la fête. Donc, il devait se dire... Ce gars-là, il va pas pouvoir me... Non, je sais. Mais je sais qu'il a fini par me faire confiance parce que quand Ablaye Wade est arrivé aux affaires, c'est Ablaye Wade qui m'a mis aux affaires, qui m'a mis au pouvoir. En 2000, Ablaye Wade prend le pouvoir. Diouf est là depuis 20 ans. Moi, sous l'administration Diouf, je n'ai quasiment pas existé. J'étais en apprentissage. Donc, le visage de CSE, c'était mon père. Mais quand Wade est arrivé, avec des ministres de mon âge, il a mis mon père à la retraite. C'est moi. Je peux dire que je suis directeur général de CSE depuis l'an 2000, quand Ablaye Wade est venu. Je vais te raconter une petite anecdote. Idrissa Seck, qui était tout puissant à l'époque. Premier ministre. Ouais. On va voir Idrissa Seck. J'amène mon père, parce que je connais Idrissa Seck à l'époque, donc j'amène mon père pour lui présenter Idrissa Seck. Donc c'est là que mon père commence à se dire, ah, la roue a tourné, quoi. Maintenant, c'est pas moi qui amène mon fils, c'est mon fils qui m'amène. Il a compris que son heure... En plus, le courant ne passant pas avec Wade, entre lui et Wade. Ah oui, oui. Non, Wade, il ne nous aimait pas. Hein. Je vais te raconter une petite anecdote très marrante. Première audience entre Wade et mon père. Wade est avec Idrissa Seck, moi je suis avec mon père. On demande audience à Wade pour se présenter à lui, on ne le connaît pas. Pas plus que ça. C'est-à-dire, mon père avait dû le croiser une fois dans une réunion à l'époque où il était ministre d'État sous Diouf. Et là, donc, il est devenu chef de l'État. On va se présenter à lui. Ça se passe très mal. Mon père prend la parole, fait son discours habituel qu'on connaît tous par cœur parce que c'est son discours, quoi. Je suis parti de rien en 1970. Rek dit Wade le coupe. Mais ça, tu es égocentrique, toi. Mais on est tous partis de rien. Tu n'es pas le seul. Idrissa, tu n'es pas parti de rien. Là, mon père se coince, là. Là, mon père, il n'a pas l'habitude qu'on lui rentre dedans comme ça. Là, je sens que mon père est crispé, coincé, et que ça se passe mal. Et puis, mon père continue à son discours quand même. D'ailleurs, la CSE, je ne la considère pas comme une entreprise. C'est un patrimoine national. La preuve qu'on va en Sierra Leone ou en Guinée, on voit des Sénégalais. Il dit, mais moi aussi, Ablaye Wade, je suis un patrimoine national. Tu n'es pas le seul patrimoine national. Moi, Ablaye Wade, je suis un patrimoine national. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Mon père commence à parler des réalisations qu'il a faites. Oui, d'ailleurs, on a fait la route Dialakoto-Kédougou. Il dit, ah oui, ça, parle-moi de cette route. On m'a dit que tu as donné beaucoup d'argent à Tanor, hein, sur ce projet-là. Là, j'éclate de rire. Parce que là, ça devient comique, quoi. Là, j'éclate de rire et puis je me calme. Donc voilà la première audience entre nous et Wade. C'était ça. Et ça s'est jamais arrangé par la suite? Ça s'est jamais arrangé. Mon père a dit, ces gars-là, je ne peux pas les gérer. Oumar. Donc
Donc, c'est là que tu as commencé vraiment à prendre toute ta place. C'est là que j'ai commencé vraiment à pouvoir m'épanouir. Okay. Parce qu'il avait compris que, que j'avais quand même ce talent d'être réseauté, d'être connecté, de connaître les gens. Il m'a fait une remarque d'ailleurs un jour, il m'a dit, Oumar, si j'avais eu à créer CSE dans les années 2000, là, je n'aurais jamais réussi. Parce qu'aujourd'hui, les affaires, si tu ne connais pas les gens, tu vas nulle part. Ça doit être le plus brillant de la planète. Si tu as un tempérament d'ours, là, de quelqu'un qui est dans son coin, qui ne connaît pas les gens, mais tu iras nulle part. Et dans les années 70, tu n'avais pas besoin d'avoir du relationnel. Il suffisait d'être sérieux, de travailler et tes dossiers avançaient. Mais le monde a changé. Et ça, il m'a dit qu'il n'aurait jamais pu réussir en l'an 2000. Et donc, aujourd'hui, pour réussir, c'est donc le relationnel. Ensuite, c'est la rigueur, parce que tu es quand même aussi un grand bosseur. Ah oui, non, le relationnel, ça ne suffit pas. Parce que si tu as des relations, mais que derrière, tu ne délivres pas le job, tu vas faire un contrat, tu n'en feras pas deux. Mais il faut avoir ce relationnel-là, parce que maintenant, la concurrence, elle est rude. Hein. Il y a les Chinois qui, eux, leur relationnel, ça passe par leur ambassade, la voie diplomatique, ça, tu n'y peux rien. Ouais. Et puis, en plus, il y a une capacité de financement des projets que toi, tu ne peux pas avoir. Oui, parce qu'ils sont subventionnés. Ils sont subventionnés. Il faut savoir que notre métier a changé. Avant, c'était les appels d'offres. Tout le monde attendait les appels d'offres. Chacun faisait une offre. Il fallait être le moins cher pour gagner. Aujourd'hui, il faut pouvoir structurer un financement. C'est-à-dire identifier un projet, faire des études qui coûtent cher, trouver un financement et faire une offre à l'État. Donc ça, déjà, ça élimine beaucoup d'entreprises. Ouais. Et les Chinois sont très forts là parce qu'ils ont leur Exim Bank China qui est là et qui les soutient. Et en plus de ça, ils sont subventionnés pour certains à hauteur de 20%. Donc, le jeu, il est faussé. Donc là, si tu n'as pas un relationnel en tant qu'entreprise locale avec l'administration locale, mais tu ne peux pas avancer. Ok, donc une fois que tu prends ta place à la CSE, maintenant c'est un autre challenge aussi. Parce que du coup, tu dois vraiment faire tes preuves, tu dois être à la hauteur. Absolument. Comment ça se passe à ce moment-là? Écoute, donc mon père est toujours là, mais il a pris du recul. Il s'est mis en position, on va dire, de PCA. Mais de PCA quand même présent, hein, parce que lui, par contre, il était passionné par son métier. Ouais. Il aimait les chantiers. Ouais. Il adorait les chantiers. Ouais, parce que je n'aimais pas, lui, il adorait ça. Donc, il était quand même présent. Mais si tu veux, il me laissait m'épanouir seul. Mais de temps en temps, taper sur la table pour faire comprendre qu'il était toujours là. Ah oui, ça, je sais que de temps en temps, il fait une remise à l'ordre pour faire comprendre que c'est toujours lui le patron. Ah ouais, ça, il y a des petites anecdotes là-dessus. Là. Vas-y, raconte-moi. Non, par exemple, je sais pas, il y a un problème, il va dire au collaborateur, c'est qui le patron? C'est qui règle les problèmes ici? C'est vous, monsieur Sow. C'est vous, monsieur Sow. De temps en temps, non, parce qu'il sentait que le truc commençait à lui échapper. Ouais. Et ce que je peux comprendre. Okay. Ton bébé. Ouais. Moi, la CSE, c'est pas mon bébé. Hein. C'est un bébé adopté. Lui, c'est un bébé qu'il a, voilà. Qu'il a apporté, nourri. Ah, oui, exactement. Ouais. Donc, c'est pas le même attachement. C'est sûr. Et c'est pour ça, justement, que la transmission à la troisième génération est la plus compliquée. La transmission que toi, tu vas devoir faire à tes enfants, à vos enfants. Exactement. Moi, j'ai l'habitude de dire, j'ai fait 30 ans, jour pour jour, avec mon père. J'ai les dates en tête. Hein. J'ai commencé le 28 septembre 87. Il m'a reçu dans son bureau. C'était assez solennel, d'ailleurs. On était seuls. Il m'a reçu, c'était assez solennel. Il m'a fait comprendre... C'était peut-être pour me rassurer. Il m'a fait comprendre que le job n'était pas compliqué, qu'il fallait juste être sérieux et travailleur et que je m'en sortirais. Il me dit, on est en 87, hein, il me dit, ouais, je vais te nommer attaché de direction. Après, je vais t'envoyer dans un pays. Il m'a envoyé en Sierra Leone. Puis dans 5 ans, tu seras DGA. J'ai été DGA peut-être 15 ans après, quoi. J'ai fait plusieurs pays. Moi, j'ai fait tout hein, à la CSE. J'ai commencé en Sierra Leone comme agent administratif. Après, ça c'était en 87. Après, je suis revenu au Sénégal, jusqu'en 93. Je suis allé en Guinée comme country manager. C'est là-bas que j'ai fait mes premières expériences en tant que directeur, quoi, country manager. Et quand tu sors de ce rendez-vous avec ton père, ton premier jour à la CSE... Déjà là, je me sens en mission. Ma mission, elle a démarré le 28 septembre 87.
Je suis là, fils aîné. Mon père est jeune en 87. Il est né en 33. Il a 54 ans. Ouais, ça va encore. Il est encore très jeune. Ouais. Mais moi, je sais que, voilà. En fait, j'ai jamais cherché de job ailleurs. Pour moi, c'était évident. Ta voie était Voilà. tracée et tu n'avais pas ton mot à dire, en quelque voilà. sorte. Mais pourtant, il me l'a pas dit. Ouais. Non, mais il y a des choses, Mais c'est des on n'a choses, pas voilà. besoin qu'on te le dise. C'est ça. C'est ça. Tu sais que c'est ce que tu dois faire. Exactement. Mon frère Ardo, par exemple, il est ingénieur de travaux publics. Pourquoi? Voilà. Ouais. C'est pas un hasard. Ouais. C'est à partir de Ardo. C'est moi et Ardo, en fait, qui avons été en mission. Parce qu'Ardo aussi, il a choisi c'est la formation qu'il a faite en fonction de ce que le père avait fait. Yérim, il est numéro combien? 4. C'est pour ça que lui, il a pu se dire, bon, les autres ont fait, moi, moi, je vais faire ce que je veux. Exactement. D'accord, ouais, je comprends. Exactement. Alors, mais ce qui m'intéresse aussi, alors, à ce moment-là, c'est que d'aller tous les jours au boulot et d'avoir les résultats que tu as eus, de réussir, alors que c'est pas ta passion, mais c'est vraiment que tu as un sens du devoir. En fait, tu y allais presque comme un militaire. Absolument. On peut dire ça. Waouh. On peut dire ça. Et surtout que, comme je l'ai dit, moi, je suis pas ingénieur. Donc, il a fallu quand même connaître au moins le minimum sur le plan technique pour tenir la route. Mais moi, aujourd'hui, aucun ingénieur de la CSE peut me raconter de conneries. Et je ne suis pas ingénieur. Hein. Ouais. Aucun ne peut me raconter de conneries. Parce que je suis né dedans, je parle leur langage. Bon, évidemment, je ne vais pas rentrer dans une étude de béton armé, faire des calculs, ça, c'est pas mon rôle. Ouais. Mais s'il y a un problème sur le chantier et qu'on vient me l'exposer, je saurai comment appréhender le problème. Ça, c'est clair. Sans être ingénieur. Tu vois? Et ça, mais ça, c'est des années de formation. Ouais. Moi, j'ai passé des années sur les chantiers. Ouais. Tu vois? En brousse. La formation sur le terrain, oui, quoi. Sur le terrain. Tu viens à Dakar tous les 3 mois pour une semaine. Et après, si tu veux rester 3 jours de plus, on te dit repars. Tu vois, à la dure, quoi. Ouais. Souvent, on dit que il faut être passionné parce que au moment où c'est difficile, c'est la passion qui te fait continuer. Absolument. Et toi, comment tu as fait pour continuer alors? Moi, comme je dis, c'est la mission, quoi. Tu te dis que c'est une obligation. C'est une obligation. Tu vois? C'est comme se lever à 5 heures du matin pour faire la prière de Fajr. C'est pas drôle, mais tu le fais. Tu le fais. Voilà. Okay. Je pense que j'ai quand même ce sens du devoir, quoi. Je pense, ouais. Mais ça, c'est encore ma position dans la fratrie, être le premier, quoi. Pas de regret, jamais? J'ai pas de regret parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, aujourd'hui, non seulement on a sauvegardé ce dont on a hérité, on l'a même fait grossir. Et aujourd'hui, la problématique, moi, je considérais que j'aurais réussi si je transmets bien. À la nouvelle génération. À la nouvelle génération. Et je ne veux pas transmettre à cause de la vieillesse ou de la maladie, ou tu vois. Il faut transmettre en étant en bonne santé. OK. Et pour pouvoir voir le système fonctionner tout en étant en dehors du système. Et c'est l'objectif que je me donne. Moi, franchement, j'espère, je rigole toujours avec ça, je dis, moi j'arrête avec Diomaye. 2029, là, c'est mon dernier mandat. Non, c'est vrai. Okay. 2029, je souhaite vraiment qu'en 2029, qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce que je fais. Je serai là. Oui. Je serai là, évidemment, Inch'Allah. Mais je veux voir le truc fonctionner sans moi. OK. Et c'est ça même qui va me rassurer. Oui, je comprends. Tu vois? Ouais. C'est ça qui va me rassurer. Au moment de la transmission de ton père à ta génération, donc quand il est parti vraiment, tu as eu un autre challenge, parce qu'à ce moment-là, tu le dis, la CSE n'était pas dans les meilleures dispositions en termes financiers, etc. On vient de loin. Hein. Ouais. Et ce challenge-là, comment tu as fait pour le relever? Comment est-ce que tu as défini les priorités? Comment ça s'est passé concrètement? D'abord, il y a eu le stress émotionnel déjà, de se retrouver orphelin. Ouais. Ton père avait 84 ans. 84 ans. Et puis moi, comme j'ai dit, c'est 30 ans de quotidien avec lui. Hein. Ouais. Parce que moi, j'étais son adjoint. J'étais à côté de lui, quoi. Même si j'allais en vacances, mon père, c'était du quotidien. Donc, son départ m'a beaucoup affecté. Pas autant que les autres. Les autres qui le voyaient de temps en temps. Ouais. Yérim qui vivait à Abidjan, qui vient ici de temps en temps le voit. Ardo le voyait une fois par semaine le dimanche. Okay. Moi, c'était tous les jours. Donc moi, j'étais énormément affecté. Alors, c'est la gestion du stress qui a été vraiment radicale parce que du jour au lendemain, moi, tant que mon père était là, le stress était sur lui.
Ben oui, si on a des problèmes, s'il y a des problèmes de trésorerie, s'il y a des problèmes de redressement fiscal, c'est lui le patron. Le stress est sur lui. Moi, je suis l'adjoint. Le vrai stress est sur lui. Ouais, c'est vrai. Et surtout que c'était un patron quand même qui était vraiment assez tentaculaire. Ouais. Le stress était sur lui. Mm. Du jour au lendemain, le stress, il est sur moi. Si on fait faillite, on va dire c'est Oumar. On va pas dire, on va dire c'est Oumar. Bien sûr. Ah oui, il était pas à la hauteur, on le savait, il faisait trop la fête. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais Bien tu vois. sûr, les gens allaient se Mais précipiter bien sûr. pour dire ça. Mais, Ouais. et je sais même que au décès de mon père, dans le milieu bancaire, les gens peut-être commençaient à se dire est-ce que les enfants vont pouvoir truc. Bon, on a prouvé qu'on est toujours là. Mm. Mais moi, et puis tu sais quoi, c'est comme il y a comme du mystique aussi, hein. Mm. Je te jure. Parfois il y a des problèmes et puis ils se règlent. Je te jure, hein. Mm. Des gens vont trouver que je suis barjot en disant ça, mais voilà, c'est comme si on est accompagné. C'est comme s'il est toujours là. C'est comme s'il est toujours là. Je te jure. Mm. Je te jure. Comment Regarde, on a traversé toutes ces années difficiles, on a toujours payé les salaires. On a toujours payé les salaires. L'année 2024, on a reçu très peu d'argent. Le pays était complètement à l'arrêt. Ouais. Mais on a toujours honoré les salaires. Et jusqu'à présent, on honore toujours les salaires. On revient de loin. On revient de loin. Là, on a sorti la tête de l'eau. On a quitté les 3 pays de l'AES, là. Mali, Burkina, Niger. Ouais. On est qu'au Sénégal, en Sierra Un Leone petit peu en Sierra Leone. et au Gambie. On a quitté le Libéria aussi. Ouais. On va retourner en Guinée. Ok, vous y retournez. On retourne en Guinée, là, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est imminent. Et Gabon, on va aller au Gabon. On va aller tenter une aventure au Gabon. Et Côte d'Ivoire. Ah, On va se limiter à ces 4 pays. c'est déjà Gabon, beaucoup. Côte d'Ivoire. Oui, oui. C'est Ouais, déjà mais pas à un moment mal. donné, on était dans 7 pays à la fois, hein. Oui, je Et sais. là, les pays que nous avons ciblés, c'est Guinée, Gabon, Côte d'Ivoire. Et en même temps, la diversification dans l'énergie. Dans l'énergie, avec ce qui s'est passé dans notre pays avec la découverte du pétrole et du gaz, donc il y a une centrale à Saint-Louis, Mhm, Dar Énergie, où on est copromoteur avec Abdourahmane Ndiaye mhm, et Beydi Agne, enfin Beydi Agne, la famille de Beydi Agne, et avec des Turcs. D'accord. Au début, on n'était que 3, mais le CAPEX était tellement important qu'à un moment donné, on a dû faire venir rentrer un partenaire. Ok, mais ça, c'est des décisions stratégiques Oui. importantes. Oui. Comment tu as pris ces décisions-là? Sur quoi tu t'es basé? Qui t'a accompagné? Enfin, je veux dire, c'est pas Ben, toi tout écoute, seul dans ton coin, j'imagine. Bon, en fait, on a une gestion assez collégiale, hein. Ouais. Quand quelqu'un a une idée, en tout cas moi, quand j'ai une idée, j'en parle avec mes collaborateurs. Je ne décide pas seul. Vraiment, je ne décide pas seul. Mhm. On en parle, mais là, c'était évident. C'est bon, une centrale pour vendre de l'électricité à la Sénélec, une concession sur 20 ans. Voilà, je pense que la décision, elle est facilement prise, hein. Bon, c'est un CAPEX important, c'est sûr, hein. Est-ce Mais que c'est le même métier? c'est pas du tout le même métier. Donc, c'est pas si évident. Oui, c'est une démarche d'entrepreneur, c'est des chiffres qui parlent. Mm. Par exemple, là, on est rentré dans on déguste un peu d'ailleurs, c'est dans l'industrie des tuyaux PVC, là. Oui, On a monté une usine de tuyaux PVC. mais On a- ça fait quelques années déjà. Oui, bon, mais sinon, c'est après le départ de notre père, hein. Ouais, C'est mais après le départ de notre père, c'est en 2018, quoi. oui, Ouais, d'accord. ça fait Oui, c'est ça fait 2018. 7 ans déjà. Ouais, ouais. Mm. Et ça, c'est un nouveau métier. Mais c'est toujours les chiffres qui parlent. Mais c'est une autre problématique. C'est l'industrie, quoi. C'est pas du tout la même Ouais. chose que les chantiers. Mais c'est lié quand même au BTP et à la construction. Oui, parce que tous les projets hydrauliques, tu as besoin de tuyaux PVC. C'est ça. Donc, c'est un peu de l'intégration verticale. Voilà. Tout à fait. Alors que l'électricité, je trouve que c'est quand même Oui, c'est de la clair. diversification. Il ne faut pas Totalement. mettre tous les œufs dans le même panier. D'accord. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans la construction, l'énergie, l'industrie, même les mines. Tu sais qu'est-ce qu'on a fait, en fait, pour améliorer notre efficacité? CSE, on a coupé CSE en 4 boîtes. CSE qui fait des routes, c'est le CSE historique, c'est CSE. Mhm. Toute activité de bâtiment et promotion immobilière, on a créé CSE immobilier. Ouais. Tout ce qui est concassage pour les besoins de la route ou bien pour les besoins du bâtiment qu'on faisait en interne pour nos propres besoins, on a créé CSE granulat et on vend même maintenant des granulats aux autres. Mhm. Et c'est la boîte la plus florissante du groupe. Ah ouais. Absolument. Granulat. Et pour l'énergie, on a créé CSE Énergie. Ok. Tu vois? Wow. Et rien que cette réorganisation-là,
à booster notre chiffre d'affaires. Parce que l'activité route, c'est elle qui plombait toutes les autres activités vers le bas. Parce que c'est là où on te paye le plus mal et c'est ce qui est le plus capital intensif. D'accord. Donc, en fait, c'est une simple décision comme ça qui a amélioré vraiment notre rentabilité. OK. La confiance en toi pour mener à bien tout ça, elle était là dès le départ ou bien tu l'as construite petit à petit avec les clients? Au début, tu flippes, hein, parce Ouais. que tu arrives d'abord, tu es le plus jeune. Aujourd'hui, je suis un des plus vieux de la CSE, mais quand je suis rentré, j'étais un des plus jeunes. Ouais. C'est là aussi que tu vois que ton temps, il est passé. Non, tu l'as construit. Et puis, je pense que j'ai eu les collaborateurs de mon père à l'époque, moi qui avec beaucoup de bienveillance. Comme ils voyaient mon père, déjà comme leur propre père, Ouais, je suis comme leur cousin, c'est ça. tu vois. Aucun ne m'a fait la guerre. Tout le monde a été bienveillant avec moi. Et moi, j'ai eu le bon comportement. Je ne suis pas venu comme le fils de... Ah non, non, non. D'accord. Tout ça, ça vient de... Voilà. Ouais. Je suis vraiment pas venu comme le fils d'eux. Je suis venu comme le petit dernier qui cherche à apprendre. Ah, OK. Je me suis collé à Moussa Gueye. Je lui rends hommage ici, d'ailleurs. C'était un des collaborateurs très proches de mon père. Il est décédé, Nissan, il y a quelques mois. Qui était le chef matériel historique de la CSE. Il y a 4 gars qui sont des 4 mousquetaires, quoi. Biranwan pour tout ce qui est administration, finance. Moussa Gueye pour tout ce qui est mécanique et gestion du parc matériel. Et puis des ingénieurs comme Malal Khan, qui était sorti major de l'école de Polytechnique Thiès. Malal Khan. Amidou Diop, un autre polytechnicien de Thiès, et mon cousin Oumarel. Voilà, 5 là. Et ces 5 là, c'est eux qui ont fait la CSE. C'est grâce à eux que la CSE est la CSE. C'est eux qui ont aidé mon père. D'accord. Et Amadou Agne, le grand frère de Bailey Agne, qui était le premier directeur financier de la CSE. Voilà. Donc, j'en profite pour leur rendre hommage. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi aussi, j'ai mes mousquetaires, mais ils sont vieillissants comme moi. Donc, on est en train de rajeunir l'équipe pour mettre des quadras. Et aujourd'hui, on a embauché de beaux quadras. Maintenant, c'est les quadras. Aujourd'hui, c'est l'ère des quadras. Hein. Ah bon? Ben oui, mais notre président est un quadra. C'est leur moment à eux, Mais oui, c'est leur vrai. moment. C'est leur moment. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Je t'ai souvent entendu dire que le début et la fin, c'est l'humain. Ça commence toujours par l'humain. Comment bien embaucher et comment inculquer sa culture d'entreprise et faire en sorte que les gens restent et travaillent avec toi pendant de longues années pour faire monter l'entreprise? Bonne question. Mais déjà, moi je pense que l'affectif déjà est très important. La plupart des gens qui viennent à la CSE restent à la CSE. C'est vrai, hein? Ils viennent parce qu'ils sont déjà attachés à la boîte en ils termes viennent, ouais, d'image? en termes d'image. Mhm. En termes d'image. L'image leur plaît et en général, ils viennent et ils restent. On nous a débauché beaucoup de gens. Il y en a beaucoup qui sont revenus aussi. Sogea Satom du groupe Vinci, là, il nous a piqué beaucoup. Nous, on est un laboratoire de formation. Hein. Ouais. Même à l'administration, on nous a piqué des gens. Hein. À la Giroute, on a des anciens de la CSE. À l'APIX, on a des anciens de la CSE. Donc, mais en fait, quand tu rejoins la CSE, tu rejoins comme une famille. OK. Tu vois? Toi, aujourd'hui, le directeur de la CSE, mais je les considère tous comme des membres de ma famille. Ils me considèrent comme leur cousin, tu vois. Mais est-ce Et qu'il y a ça, c'est l'esprit de perso, quoi. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place justement pour que les gens se sentent bien? Oui, on essaie de les fidéliser avec des logements, des primes à la retraite, etc. D'accord. Et puis, on laisse pas tomber. Quelqu'un qui a donné 20 ans de sa vie à la CSE et qui part à la retraite, on peut pas le laisser dans la galère, c'est pas possible. OK. Donc, c'est des avantages sociaux. Ouais. Des avantages. Certains vont se reconvertir pour pouvoir continuer à travailler avec la CSE en consultant. C'est-à-dire qu'on lâche pas les gens. Vraiment, l'humain est au centre de notre vision. D'accord. Et on est connu pour ça, hein, pour avoir vraiment de bonnes ressources humaines. Même lorsqu'on est avec des grands groupes internationaux, hein, ils reconnaissent la qualité de nos ressources humaines. Mhm. Et toi, tu t'attachais à être proche des gens qui travaillent à la CSE, pas forcément ceux qui sont dans le management ou bien les directeurs, mais aussi peut-être les gens qui sont sur le terrain, etc. Est-ce que tu mettais en place des choses particulières pour qu'ils sentent que tu es proche d'eux ou... Non, je pense quand même que je me suis limité quand même au... Je ne vais pas en dessous de chef de chantier, quoi. D'accord. En dessous de chef de chantier, en général, je ne les connais même pas. OK. Mais, et puis, il faut savoir qu'aussi,
au début, la CSE des années 70-80, c'était très familial. Hein. C'était le cousin du village qui était devenu conducteur de niveleuse ou machin, Ok, tu vois. d'accord. Et ça a créé beaucoup d'émulation, hein, parce que beaucoup de mes cousins ont monté des petites boîtes sous-traitants dans la Ok. construction. Ouais. Tu as côtoyé donc des chefs d'État, forcément, quand on est dans les BTP, on côtoie des ministres, des chefs d'État, Mhm, etc. Euh, Comment est-ce que tu gères parfois ces relations qui peuvent être bizarres, pour mhm, utiliser un mot un peu mhm, générique? mhm. Euh, Quelle est l'approche qu'il faut avoir? Euh, Est-ce qu'on peut être vraiment ami avec eux? Ah, ma dernière expérience me prouve qu'ils n'ont pas d'amis. Non, alors il faut savoir que la plupart des chefs d'État avec qui j'ai des bonnes relations, c'est des gens que j'ai connus avant qu'ils ne soient chefs d'État. Et j'ai l'habitude de dire même à un candidat à l'élection présidentielle que je suis un porte-bonheur. Souvent, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de chefs d'État qui étaient mes amis avant d'être chefs d'État. Macky Sall, c'est le cas. Mhm. Ibeka, c'est le cas. Euh, Quels sont les autres pays Roch Kaboré au Burkina, c'est le cas. Bazoum au Niger, c'est le cas. Par contre, il y en a aussi que j'ai connus en tant que chef d'État. Un gars comme Issoufou, je l'ai connu, il a toujours été chef d'État. Et c'est voilà un chef d'État avec qui j'ai jamais pu briser la glace. Parce que tous les chefs d'État que j'ai cités, je les tutoie. Hein. Ok, Issoufou, c'est... Non, il ne permet pas ça. Lui, je me demande même s'il ne voit pas sa femme, lui. Non, il est vraiment dans le protocole. d'accord. Ouais. Il est... Il est Ouais, très, ouais. très Sympathique, hein, strict. mais Ouais, il est dans le vouvoiement. d'accord. Tiens, j'ai oublié Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, quand tu le vois, on dirait un ange. Il a l'air gentil, il a même l'air pas peureux, mais craintif. Et qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe à ce moment sur les États du Sahel, justement? Parce que vous avez quitté le Ouais, Sahel. ouais. Est-ce que c'est propice aux affaires? Mais écoute, je reviens d'Abidjan au forum où quelqu'un me disait qu'au Niger, il y avait des affaires. La personne même me disait, mais il faut revenir au Niger. Je t'avoue, je n'en ai pas envie, hein, parce Pas que... trop envie. Non, parce que tu ne sais pas, c'est précaire ce genre de régime-là. Demain, il peut y avoir encore un C'est autre coup ça. d'État, et Mm. tu es là, tu aurais investi... c'est compliqué. Ouais. Moi, je préfère ne pas aller dans ces pays-là. Donc, tu disais que tu aimais bien faire la fête aussi, Omar. J'aimais, Tu oui. aimais faire la fête. Donc, parce que l'argent, il peut y avoir des excès. Mhm, Encore une fois, tu es un garçon plaisant, etc. Tu as l'argent, forcément, ça attire mhm, beaucoup de gens autour de toi, des femmes aussi, peut-être. Est-ce que tu as eu à un moment l'impression d'être allé dans des excès? oui. Il y a longtemps. Oui, 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 Il bien y a- sûr. il y a Mais longtemps. sans regret, hein. Sans regret Sans regret, c'est bien, ça fait partie de la vie, ça fait partie du chemin. de l'apprentissage. Bien sûr. Il fallait passer. C'est la fin qui compte. Et la fin, elle est comment maintenant? Ah, elle est paisible, serein. Je commence mes journées à la mosquée, donc Ouais. c'est formidable. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Ok. C'est d'aller à la mosquée le matin pour la prière de Fajr. Et ça, je le fais depuis 18 mois maintenant. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est-à-dire que voilà, quand tu es arrivé là, tu es prêt, quoi. Et Ah. si je dois partir, là, je suis prêt. Tu es prêt parce que quoi? Tu es serein? Parce Je que suis serein, tu as compris des choses? oui, Qu'est-ce que tu as compris? mais que le passage sur Terre est extrêmement éphémère, et qu'il faut capitaliser sur cette courte période pour faire le maximum de bien. Hmm. Voilà. Parce que c'est ce bien-là qui nous sauvera. Et Rien d'autre. le bien, c'est quoi? C'est la bienveillance, c'est s'occuper des autres. S'occuper des autres, tu Mhm. vois. Donc Je, oui, moi aujourd'hui, c'est ça qui... Et c'est un plaisir. Tu sais, en fait, euh, s'occuper des autres, tu te fais du bien à toi-même d'abord. Tu vois, c'est même un peu égoïste. c'est l'altruisme égoïste Oui, dont parlent les soufis. tout à fait. Mhm. Je suis entièrement d'accord avec ça. Aujourd'hui, tu n'es plus au bureau tous les jours Je suis au bureau tous les jours, sauf le vendredi. Ok. Mais je suis au bureau aussi que le matin. À 15h, 14h, j'ai fini. À 14h, j'ai quitté le bureau. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? De mon temps libre, ah, je fais beaucoup de choses. Déjà, bon, j'adore les chevaux.
Je viens de créer ma casaque, d'avoir mes couleurs, c'est-à-dire que en France, hein, C'est quoi? c'est-à-dire j'ai une casaque, quoi. C'est-à-dire que quand tu vas regarder des chevaux de course courir, le jockey, il a des couleurs. C'est comme un maillot de football. C'est les Ah, couleurs, quoi. Tu ok, vois? ok, Donc d'accord. voilà, donc j'ai mes couleurs, mais ça, c'est toute une démarche que tu fais au niveau de France Gallo, parce que je suis propriétaire d'un cheval de course, donc j'ai mes couleurs. Donc maintenant, et puis je suis très fier de ça, parce qu'on est deux quand même Sénégalais à avoir nos couleurs en France. Maître Moussa Mbaké aussi a ses couleurs, il a des chevaux. D'accord. Et mon cheval a fait sa première course là, il y a 15 jours. Bon, elle a fini 8e, mais d'après l'entraîneur, elle est prometteuse. Donc ça, déjà, c'est une passion. J'aime j'aime tout ce qui est... j'aime les îles. Et je viens de découvrir les îles Bijagos, là, au large de la Guinée-Bissau. C'est un paradis Ouais, qui a 1 heure de chez nous, quoi. pareil, Personne ne connaît. ouais. Il y a 88 îles au large de la Guinée-Bissau. Il n'y en a qu'une dizaine qui soient habitées. Et ce sont des paradis terrestres. Je viens d'acheter un terrain là-bas Ok. pour une maison en bois, à la Robinson Crusoe. Moi, ma retraite, ça va être des endroits pleine nature. Tu vois? Pleine nature, loin de tout. Voilà. Genre, tu vas 1 semaine dans les Bijagos, tu recharges, quoi. Ah, Et bon, évidemment, j'ai comme objectif de faire un orphelinat et aussi de m'engager vraiment pour la cause des handicapés. wow. Mais ça, c'est pas encore lancé, mais c'est ce que je vais faire le jour où vraiment je vais décrocher. Inch'Allah. Les handicapés, les orphelins, ça va être ma cause. Hmm, Ouais, ouais, ouais. super. Bon, j'ai déjà commencé, hein, mais de manière informelle, comme ça. Mais faire un orphelinat, le construire. Après, par contre, la gestion de l'orphelinat, c'est autre chose. Mais Hmm. construire, ça, je compte le faire. Après, il faut que je trouve... Les gens pour gérer. voilà. Hmm. J'espère faire ça à Pointe-Sarène, quoi. On avait eu une discussion. Tu me disais que, je sais pas si je peux dire l'âge, mais quand tu as eu 60 ans, Ouais. ça t'a fait un coup. Ah, sacré coup. C'est comme un compte à rebours. C'est comme un compte à rebours. Mhm. C'est-à-dire que, voilà, les plus chanceux d'entre nous atteindront les 90 ans. Et il y en aura combien de pourcents? Donc, tu commences à te dire que vraiment, il reste plus grand-chose. Ouais. Hein. Ça change ton rapport au temps. Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne me refuse rien. Si je veux faire quelque chose, je le fais. Et que je peux le faire, je le fais. Hmm. Je ne remets pas à des mois ce que je peux faire aujourd'hui. Et puis, voilà. Et puis, même dans tes rapports avec les gens, dire aux gens des choses essentielles pour ne pas avoir de regrets. Ouais. Il faut se dire les choses. Faut se dire qu'on s'aime. Exactement. Mhm. On a beaucoup de mal avec ça. Mhm. Beaucoup de mal. Les gens sont très pudiques avec ça. Mais la nouvelle génération, non. Ah Quand bon? je vois avec mes enfants, on se le dit sans problème. Sans problème. Mais moi, je dis même quand je le dis à ma mère, elle est gênée. Ah bon? Oui. Elle est gênée. Elle est gênée. Ah oui, elle est gênée. Ah bon? Ah oui, oui. Ok. Et la seule fois où je l'ai dit à mon père, c'est comme si je lui avais donné un coup de poing. Dans une discussion, j'ai eu à lui dire ça. Je ne savais pas quoi dire. Et puis il m'a dit, mais Omar, tu es mon premier enfant. C'était ça sa réponse. C'était ça sa réponse? Ouais. C'était sa Devant- façon de te dire Je t'aime. je t'aime. Ouais. Omar, tu es mon premier enfant. Mais il n'a pas pu me dire je t'aime, Omar. Ouais. Parce qu'on ne lui a jamais dit. Ouais. C'est tout simplement ça. Waouh. Ouais. Et Incroyable. ça, il faut se le dire. Il faut s'aimer vivant. Hmm. Mm. Et il faut se le dire. Il Ouais. faut se le dire. Hmm, hmm, hmm. Parce que quoi que tu fasses pour un défunt, quoi que tu aies fait pour un défunt, tu as toujours des regrets. Tu te diras toujours que tu n'as pas assez fait. C'est Quand ce tu que- perds quelqu'un de cher, Ouais. tu regrettes toujours. Tu te dis, merde, j'ai pas assez fait. Tu t'es dit ça quand ton père est Bien décédé? sûr. Qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Être plus proche de lui, le dire plus souvent je t'aime, le pousser dans ses... Tu vois, le mettre mal à l'aise en lui disant ça même. Peut-être que quelque chose allait en sortir, Ouais. tu vois. Non, c'est clair, bien sûr que j'ai des regrets. Ne pas avoir passé plus de temps. Et pourtant, tu le voyais tous les jours. Oui, mais on était dans le boulot. Hmm. On n'était pas dans les choses vraies de la vie. Mhm. Tu vois, Ok. on était dans le boulot. Hein. Ouais, ouais. Mon père, il était assez primaire. Hein. C'était boulot, boulot, boulot. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Tu dis souvent, je travaille pour mieux vivre, mais je ne vis pas pour travailler. Mhm. Parce que je ne suis pas de ces gens-là qui passent leur vie à travailler. C'est-à-dire que moi, je m'aménage des plages où je fais des choses que j'aime faire. Et parce Maintenant, que tu peux maintenant- te le permettre aussi, Omar.
Tout le monde ne peut pas se permettre. Non, mais il y a des gens multimilliardaires qui passent leur temps à travailler, à accumuler. Ouais. Mais peut-être aussi parce que c'est ça qu'ils aiment. Ouais. Voilà. Ok. Tu comprends? C'est pour ça que j'ai dit que... Bon, et pourtant, tu as beaucoup travaillé. Tu travailles beaucoup. J'ai beaucoup travaillé. Mais non, mais là, je suis relax. Hein. Là, je travaille le matin. Ok. Si je dois travailler l'après-midi, c'est pas avant 17h et c'est à la maison. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire aux gens de venir chez moi. Ouais. J'ai ce pouvoir-là comme je suis plus âgé qu'eux. Hein. D'ailleurs, même Karim Fofana, l'ancien ministre, là. Un jour, je l'appelle, je dis, bon, Karim, j'aimerais te voir, machin. Il me dit, bon, comme toi, tu as la capacité de nous convoquer, tu peux me convoquer. Tu vois? Donc, voilà. Donc, moi, si tu veux, je commence à travailler à 7h du matin jusqu'à 14-15h. D'accord. Après, je fais une bonne sieste de 2 heures. Je me lève pour la prière de 17h et je peux enchaîner des rendez-vous, mais à domicile. Ok. Tu vois, je ne retourne pas au bureau l'après-midi. Et donc, c'est trouver cet équilibre-là entre le travail oui. Et puis le reste, donc les passions que tu as, les passions que j'ai, voir les gens. Exactement. Et puis moi, j'aimerais bien découvrir le monde, voyager. Bah, tu voyages pas mal déjà. Oui, mais tu vois, j'aimerais bien pouvoir me dire, tiens, je prends un mois, je vais en Amérique du Sud, je vais faire 3 pays. C'est ça, quoi. Faire ma best life. La best life, c'est à 60 ans. Quand tu as bossé, et voilà, et que tu n'es pas encore vieux, c'est le moment de faire sa best life. Est-ce que tu as eu des routines que tu as adoptées dans ta vie qui te permettent justement d'être, Dieu merci, en bonne santé Oui. Quelles étaient tes routines? Elles sont toujours d'actualité. Hein. Donc, lever tôt. Hein. Maintenant, je me couche tôt. Maintenant, à 11h30, je suis endormi. Donc, lever tôt. Mosquée. Là, tu vois, j'étais à la mosquée à 5h30 du matin. Je suis revenu à 7h30. J'étais sur le court de tennis jusqu'à 8h30. J'ai commencé une réunion de 9h à 10h. Et puis après, j'ai couru pour être à l'heure pour te voir. Tu vois? Et là, je sors d'ici. J'ai encore une réunion avant d'aller à la mosquée. Après la mosquée, je déjeune et je vais faire ma sieste jusqu'à 17h. D'accord. Donc, voilà. lever tôt, sport, sieste. Systématiquement. Systématique. Et coucher assez tôt. Ouais. Tu te couches pas après minuit. Voilà, pas après minuit même. Très bien. Et ça depuis toujours? Non, ça c'est récent. Ok. Ça c'est récent. Oui, c'est vrai. La mosquée, la mosquée, c'est depuis 18 mois. On va dire depuis 2 ans, quoi. Mais lever tôt et sport, malgré tout, c'était... Lever tôt, toujours. Lever tôt. Mais lever tôt et aller à la mosquée, ça c'est depuis novembre 2023. D'accord. La journée, elle se gagne le matin. Elle se gagne le matin. Ce que tu n'as pas réglé à 15h, là, tu ne le régleras pas. Tu attendras demain. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc, le matin, c'est là. Et puis, c'est le matin qu'on a la bonne énergie. Donc, moi, et d'ailleurs, mon frère Ardo, qui reste, lui, au bureau là-bas, mais il me dit, il ne se passe rien l'après-midi. Tes relations avec les gens, parce que tu es quand même vu comme quelqu'un d'aisé, d'une certaine famille une famille connue au Sénégal, etc. Comment est-ce que tu as géré ton relationnel avec les gens, sachant que les gens ont un regard particulier peut-être sur toi, ou bien tu n'as pas senti ce... Non. Non. Pas senti. Mais moi, j'ai pas changé. C'est-à-dire que d'abord, mon père n'a pas toujours été aisé, et j'ai pas changé depuis. Tu vois, on a vu notre père se faire. Oui. Tu vois. Et c'est le problème de la génération de nos petits frères là qui sont nés dans fin des années 70 ou bien années 80 qui eux sont nés et ils ont vu déjà une situation établie. Elle est différente de nous autres nés dans les années 60 où nous avons vu nos parents se faire. Moi je vois la différence. Tu as vu un avant complètement après. Et dans toutes les familles dans toutes les familles là où on est 5-6 là et qu'il y en a qui sont nés en 76, 77, 78 là. Tu verras qu'en général, c'est pas des bonnes recrues. C'est vrai? Il y a des exceptions. Bien sûr. Forcément. Bien sûr. Mais voilà. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, on dit parfois que on ne connaît la valeur de l'argent que quand on a connu aussi bien sûr. La pauvreté ou la précarité ou bien la simplicité. Et effectivement, ceux qui ne l'ont jamais connu peuvent avoir un état d'esprit différent. Non, je ne vais pas dire que j'ai pas connu la pauvreté, mais la modestie, quoi. On vivait normalement, c'est ça. Tranquille, quoi. Mon père était directeur des opérations à la Shell. Bon, il n'était pas malheureux, il faisait partie des privilégiés déjà. Oui. Mais moi, j'étais le seul à avoir ma chambre. Les autres, ils étaient 3 dans leur chambre. Voilà, la maison avait, je crois, 4 chambres. On était 5 enfants, donc tu vois. Est-ce qu'il y a un revers de la médaille d'être Omar Sow? Parce que de loin, on peut dire que
Tu as été plutôt gâté par la vie? J'étais gâté par la vie. Je le dis toujours, je remercie le bon Dieu, Alhamdulillah, Bil Alamin. Mhm. Non, il n'y a pas de revers. Non, franchement, je remercie le bon Dieu. J'ai l'habitude de dire, il m'a tout donné, Alhamdulillah, Ouais. tu vois. Et c'est pour ça que parfois, quand il y a des problèmes, je me plains jamais. Je me dis parce que il faut toujours qu'il y ait des problèmes. Hmm. Si tout va bien, il faut s'inquiéter. Méfie-toi. Quelle est la tuile qui va te tomber dessus? Parce que tout ne peut pas aller bien, tu vois. Ouais. Et je préfère avoir des problèmes d'argent, d'avoir des problèmes de trésorerie dans les affaires, etc. Mhm. Ne pas avoir des problèmes de santé, Ouais, tu vois. bien sûr. Tu vois, si on doit choisir ses problèmes, on préfère avoir des problèmes d'argent. Hein. C'est clair. C'est clair. Aujourd'hui, c'est la santé. Hein. La santé, c'est ça la richesse. Quel conseil tu donnes à tes enfants? Quel conseil tu donnerais aux jeunes africains, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, qui veulent réussir dans la vie, qui veulent réussir leur vie? Moi, je leur dis d'abord une chose. Il faut croire en ce que vous voulez devenir et ne jamais lâcher. Et le simple fait d'y croire, la pensée, elle est créatrice. Je t'assure, hein. Et moi, j'ai remarqué ça, même à mon petit niveau. Si je veux vraiment quelque chose et que je fais tout pour avoir cette chose-là, mais je veux l'avoir. Mhm. Je vais l'avoir. D'ailleurs, il y a un bouquin qui s'appelle comme ça, Le Secret. Le secret, oui. Ouais. Il ne faut jamais lâcher. Yérim, tu lui poseras la question, il va te dire la même chose. Il ne faut pas lâcher. Croire en soi et ne pas lâcher. Pas lâcher. Mhm. Et puis, pour réussir, il faut tomber, il faut avoir eu des échecs. Ouais, Tous les gars que tu vois qui roulent sur l'or, là, ils ont eu plein d'échecs ouais, avant de réussir. ouais. Voilà. Donc, il faut déjà avoir l'esprit entrepreneur, y aller, ne pas avoir peur. Moi, j'ai un peu peur. Hein. Moi, j'avoue que dans les affaires, je suis beaucoup plus conservateur qu'un Yérim qui, lui, il veut tout et il a peur de rien. Non, c'est vrai. C'est ça sa force. C'est ça sa force. Ouais. Bon, il a fait des flops, hein, mais il va aussi avoir des succès. Il est audacieux. Il est audacieux. Et moi, je suis très craintif. Moi, je suis très, comme mon père, très, tu vois. Et puis, je me contente de ce que j'ai, tu vois. Ouais. Je n'ai pas besoin de plus. Oui, Ça aussi, c'est un trait. oui. Tu vois, et c'est pour ça que je dis souvent à Yérim, je suis plus riche que toi, parce que moi, je suis déjà content de ce que j'ai. Or, toi, tu cherches encore des choses. Tu vois. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est ça, être riche. Être content de ce qu'on a déjà. Le contentement, ouais. Voilà. Ouais, sans pour autant se dire que ça suffit. Oui. On peut toujours aspirer Exactement. à plus, à Voilà. mieux, mais Voilà. déjà en étant satisfait et content de ce qu'on a. Exactement. Une question quand même sur la situation du Sénégal actuellement, en tant qu'homme d'affaires. On peut aussi parler des scandales qu'on entend, parce qu'on entend quand même pas mal d'argent qui aurait été détourné, ou des choses comme ça. Quel est ton point de vue là-dessus, sans citer de nom? Sans citer de nom, moi, j'ai été dégoûté d'apprendre que sur le fonds Covid, par exemple, les gars se sont servis. Ouais. Parce que moi, je sais que quand le Covid est arrivé, comme je te l'ai dit, on est tout le temps dans des problèmes de trésorerie. Mais qu'est-ce que j'ai fait quand même? J'ai réuni tous mes directeurs. J'ai dit, les gars, on ne peut pas rester à ne rien faire. Et on a donné 300 millions CFA, le groupe CSE. Waouh! 300 millions CFA qu'on est allé donner en raclant les fonds de machin pour être vraiment l'entreprise, si tu veux, responsable, RSE, etc. Donc vous les avez donnés au ministère? On est en chèque, au trésor. Au Trésor? Oui. Waouh! Et quand après tu apprends que les mecs, ils ont fait la bamboula avec ça, c'est abject. Ah ouais. Donc moi, la reddition des comptes, je suis pour. Et c'est très bien, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre, c'est vrai. Parce qu'il faut que aussi les gens aujourd'hui vont en politique pour faire de l'argent. Ils n'ont aucun talent dans les affaires, donc ils vont faire de la politique. Ils ont une grande gueule, ils se retrouvent ministres et après ils deviennent milliardaires. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens qui aillent en politique y aillent pour les bonnes raisons. S'ils aiment l'argent, mais qu'ils aillent faire des affaires. Donc moi, je suis pour la reddition des comptes, c'est une très bonne chose. Très bonne chose. Merci beaucoup, Omar. Voilà. On termine avec le questionnaire Afropod. Yes. Quel est ton principal trait de caractère? Tu as mis tes lunettes, là, c'est très sérieux, là. Mais ça, c'est les autres qui peuvent le dire. Non, tu te connais bien maintenant. Si tu devais en définir un ou peut-être deux ou trois. Je te jure. Hein. Ah ouais? Ah, j'ai du mal. C'est toi qui peux me le dire. Vas-y. C'est toi qui dois me dire. Moi, je te mettrais l'humilité, Ouais. la bienveillance Oui. et une générosité de cœur. J'accepte les trois. T'acceptes les trois? Ouais. Mais je peux être aussi irritant, irritable et irrité. Il paraît. Oui.
Moi, je t'ai jamais vu dans ces états-là. J'ai ce côté, mon père l'avait aussi. Hein. Ouais. Tu te réveilles le matin. Et puis, je suis un angoissé, hein, malgré tout, hein, comme tu me vois là. Ah bon? Je suis quelqu'un, je peux me lever le matin avec une angoisse, parce que j'ai beaucoup de problèmes existentiels. Quelles sont les questions existentielles que tu te poses? Mais le sens de la vie, la mort, la vie après la mort. Je me pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Quotidiennement d'ailleurs. Mais Je vis avec la mort, beaucoup. Tu as trouvé les réponses. Oui, j'ai trouvé la réponse. Je suis serein maintenant par rapport à la mort. Je suis prêt à l'accepter. J'accepte la mort. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est 100% vrai? Oui, parce que je pars du principe que le passage sur Terre est hyper court. On est 8 milliards d'êtres humains. Depuis la nuit des temps, combien de gens il y a eu sur cette planète, à peu près? Je sais pas. Je crois qu'on est à une centaine de milliards. Ouais. Ouais. Maintenant, tu sais, tout se sait sur Google. Hein. Mais je pense qu'on est une centaine de milliards. Et tu vois, tu parlais d'humanité. On est 8 milliards d'êtres humains. Chacun pense être le centre du monde. On est 8 milliards de fourmis. Tu vois? On est 8 milliards de fourmis. On fait tous partie d'un système et on est tous connectés. Et puis, tu vois, c'est un cycle. La vie est un cycle. Les gens meurent, les gens naissent. Tu vois, moi, je me souviens, mon père, en 2017, est allé prendre mon premier petit-fils dans ses bras. C'était en juin. Il est parti en août. Mais il a eu la joie d'être arrière-grand-père, ce qui est une grâce. Bien sûr. Donc, est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Ouais. Alors, d'où viennent les angoisses? Ça, mon père est angoissé, ma mère est angoissée, donc j'ai hérité d'eux. Tu sais, ça, c'est les bagages des ancêtres, hein, que tu traînes là, depuis des... Voilà, mais c'est ça, hein. Je peux pas te dire. Mon frère Ardo ne connaît pas l'angoisse. Mon frère Ardo ne stresse pas. Et je lui ai dit que c'est très grave, parce que quelqu'un qui ne stresse pas ne règle pas les problèmes. Si, quelle que soit la situation, tu ne stresses pas, tu relaxes, tu vas pas régler les problèmes. Alors qu'un gars qui est angoissé, qui stresse pour des problèmes qui ne sont même pas encore arrivés, c'est lui qui va te faire avancer. C'est ça que je lui dis tout le temps. Je suis pas d'accord avec toi. Hein. Ah bon? Il y a des gens il stresse pas, il dort bien, il stresse pas. On peut être actif sans que ça soit le stress qui nous pousse à l'être. Non, mais moi, justement, c'est le stress qui fait que c'est mon drive, quoi. C'est ton drive. Si je suis pas stressé, mais je pars à Paris, je reste 3 semaines là-bas à faire du farniente. Ah bon? Tu vois? Okay. Mais sauf qu'au bout d'un moment, cet état, justement, de farniente, tu n'en peux plus. Tu as besoin de ton petit stress, là. Bien sûr. Parce que c'est le stress qui fait qu'après, tu vas apprécier tes moments de détente. C'est un équilibre. Ouais. Est-ce que tu n'es pas accro au stress, hein, finalement? Peut-être. Hein. Tu sais que je ne peux pas partir 3 semaines. Au bout d'un moment, j'ai besoin de mon stress. Ouais, c'est ça. Tu vois? Quelle est la qualité que tu apprécies le plus chez les autres? Ben, l'humilité. L'humilité, la bienveillance. Les gens gentils, quoi. Les gens bienveillants, gentils, voilà. Ça, c'est important. Ouais. Et d'ailleurs, je remarque même les gens autour de moi sont gentils. Parce que c'est comme ça que, inconsciemment, je les choisis gentils. Ok. Ben oui. Le défaut qui te gêne le plus chez les autres? Les gens qui sont radins. La pingrerie. Il y en a beaucoup autour de toi? Ah, mais j'en ai rencontré. Je te donne un exemple, je ne citerai pas. Un ami suisse que j'invite au restaurant. L'addition vient, je suis très pressé. Je paye là, avec ma carte. Mais quand je suis parti, c'est après qu'ils ont commandé des desserts et le gars n'a pas voulu payer. Et puis il a commencé à faire un caca nerveux que vraiment je l'ai invité. Et que ce gars-là, je ne l'ai plus jamais fréquenté. Ah, ok. Ouais, tu vois. Un truc aussi simple que ça. Ouais. C'est de la pingrerie. C'est un Suisse, hein. Les Suisses sont connus pour être pingres. Bonjour à nos amis suisses. Quelle est ta définition du succès? Impacter sur la vie des autres. C'est ça, ça le succès. Voilà. Qu'est-ce qui te rend heureux? Faire du bien aux autres. Quel conseil tu te donnerais à toi-même si tu avais 20 ans aujourd'hui? Je plains les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, sincèrement, parce que le monde d'aujourd'hui, je ne le trouve pas du tout intéressant. Oh. Honnêtement, je trouve que nous, qui avons grandi dans les années 80, on a été bénis. C'est les meilleures années. C'est les meilleures années. Il y a plein d'opportunités aussi quand même dans l'époque dans laquelle on vit. Non, mais moi, c'est le monde d'aujourd'hui, la qualité des relations humaines que tu as aujourd'hui. Tout est digitalisé. Les gamins de 15-16 ans, ils se parlent plus. Je donne un exemple. J'ai pris un ami de mon fils et mon fils de 16 ans. On est allé à Marrakech une semaine. Je vais dans la chambre parce qu'ils partageaient la même chambre. Chacun est sur sa tablette.
Ils ne se parlent pas sur la tablette. Ils peuvent rester des heures, chacun sur sa tablette. À un moment donné, je lui dis, mais vous ne parlez pas. Et il me dit, si on a quelque chose à se dire. Non, et ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça. TikTok, pap, les jeux. Non, le monde est devenu bizarre. Et même si je vais plus loin, la génération des gens plus âgés, les relations hommes-femmes, tout est digitalisé, Tinder, l'argent roi. Ouais. L'argent roi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'as pas d'argent. Mais les filles ne te regardent pas. Ouais. C'est ça que les gars te disent. Hein. Okay. Tu n'as pas d'argent, les gars, là, vous ne nous regardez pas. C'est pas vrai. Mais il paraît que c'est ça. Hein. Pareil. Bon. C'est dingue. Quelle est la plus grande leçon que tu aies apprise ces 12 derniers mois, récemment? Qu'il ne faut jamais attendre trop des autres. Il ne faut pas avoir trop d'attentes. Ok. C'est-à-dire, si tu reçois des autres, tant mieux, mais il ne faut pas avoir des attentes. Il ne faut pas avoir d'attentes. Sinon, tu seras toujours déçu. De quoi as-tu peur? J'avais très peur de la mort. Je pense que j'ai encore peur de la mort. Mais j'ai plus peur de la mort en tant qu'inconnu. Tu vois? C'est parce que tu as fait trop de péchés, donc tu as peur. Oui, ça c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est une marque de foi aussi. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont fait plein de péchés, mais qui n'ont pas forcément peur. C'est vrai. Mais je pense que c'est parce que j'ai beaucoup de foi que j'ai autant peur. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Aimer ou être aimé? Être aimé. C'est plus safe. aimer, ça peut être compliqué. Ok, intéressant. Tu vois? Si tu devais choisir entre les deux, tu préférais être la victime ou le coupable? Victime. Et pour finir, quelle est ta devise ou ta philosophie de vie? Je l'ai dit, hein, travailler pour mieux vivre et non pas vivre pour travailler. Merci beaucoup, Omar. Merci, c'était un plaisir.